Comment ils vont? On se retrouve pour le récap de la journée 3 de cette phase de poule de l'Euro. C'était génial, comme les 2 premières journées. C'est parti. En commençant par un résumé de chaque match, bref, rapide, efficace. France 4, Pologne 1, une victoire qui n'a pas été volée, la Pologne était vraiment en dessous. La France avait fait tourner son effectif, 9 changements, ça fait du bien. La Géorgie prend une volée 4-0 face au Portugal, ils assurent leur première place du groupe, félicitations. L'un des matchs qu'on attendait probablement le plus de cette J3, c'était le Espagne-Italie, mais franchement, il était un petit peu mi-figue mi-raisin ce match pour être gentil, 1-1, et l'Italie n'avait clairement pas envie de cette première place, paraît-il. Roumanie-Slovaquie, victoire slovaque 2-1. Mes Roumains m'ont déçu et pas grand chose à décrypter si ce n'est un match pour l'honneur pour le pays hôte, la Slovaquie. Il a sauvé cet honneur avec une victoire. Danemark-Finlande, un bon 2-2. On avait annoncé en prévision de ces matchs-là que la Finlande pouvait accrocher 2 matchs nuls dans la poule, chose faite, mais pas énormément d'enjeux dans ce match-là, donc ça sera pas non plus extraordinaire. Le Danemark avait une première place assurée, la Finlande devait attendre un miracle au niveau du goal average pour atteindre la 2e place. Ça reste tel quel. Les Pays-Bas finissent par se qualifier finalement 2-0 sur l'Ukraine. On avait dit que c'était la poule de la mort, ça l'a bien été. D'une poule où même le 4e fait peine à voir partir. Les 4 auraient pu se qualifier pour les quarts de finale sans que ce soit choquant. Donc merci à l'Ukraine notamment qui a réalisé un très beau tournoi. L'Allemagne bat l'Angleterre 2-1, c'est la seule équipe à faire le carton plein, 3 victoires en 3 matchs, les seuls du coup. Ils ont été bien meilleurs, tout ça en mettant l'équipe B, 9 changements sur la compo de départ. Non, je viens d'aller vérifier, 11 changements sur la compo de départ. C'était un reset total. Et pour finir, Slovénie-République tchèque, un match avec vraiment très peu d'intérêt. Donc pour être honnête, je ne l'ai pas regardé, donc je ne vais pas le décrypter. On en restera là. Nos 3 tops, nos 3 flops, en commençant par les bonnes nouvelles, c'est cette Allemagne qui est resplendissante. Alors, on peut doser quand même les propos. C'est une équipe qui souffre généralement en fin de match. On l'a encore vu là contre l'Angleterre. Mais avec une équipe totalement remaniée, ils ont réussi à battre une équipe avec d'énormes qualités individuelles. Donc, top 3 l'Allemagne. En top 2, on va mettre Oleg Ocheredko, l'Ukrainien. Alors, il n'a pas réussi à sauver son équipe. Ils finissent 3e, donc ils passent pas les poules. Mais ça a été une excellente découverte. Donc, pour le remercier, même s'il s'en fiche probablement, je le mets en top 2 des tops. Et notre top 1, c'est Diawy Cissé. Alors ça, c'est une explosion. On l'a vu sous Habib Beye démarrer quelques furtives rencontres en Ligue 1. Mais là, franchement, le doublé est phénoménal. Un top match. Je pense qu'il aura sa place pour le reste de la compétition au milieu de terrain. Nos 3 flops, en commençant par l'Angleterre, que je trouve décevante. Ils n'ont pas réussi du tout à faire le poids face à l'Allemagne pour le compte de la 3e journée de poule. Donc ils finissent 2e, ça reste pas trop mal, c'est ce qu'on annonçait plus ou moins pour eux. Mais voilà, je trouve ça décevant dans le contenu, même s'ils auraient pu accrocher un match nul, le match nul n'aurait pas été suffisant, donc bon, c'est pas formidable. Et même topo pour la Roumanie, dont j'en attendais beaucoup, avec Louis Munteanu qui n'a pas fait un mauvais Euro quelque part, mais l'ensemble de l'équipe n'a pas été à la hauteur de mes attentes, notamment sur cette 3e journée en perdant face à la Slovaquie. Donc c'est notre top 2 flop, mais notre top 1, c'est cette purge dont j'ai parlé tout à l'heure de Espagne-Italie 1-1, un match ennuyant possible. Je l'ai déjà un petit peu décrypté, on va pas le refaire, mais franchement, ça a été catastrophique. Le match de cette J3, alors on a ce France-Pologne, mais je sais pas si c'est que je suis influencé en tant que supporter français, mais ça a été plutôt agréable, il y a eu des buts, et franchement un petit vent d'air frais avec pas mal de nouvelles têtes. Mais celui que j'ai préféré encore, c'est le match duquel je sors, le Allemagne-Angleterre. J'ai trouvé il y a eu beaucoup d'occasions, pas mal de maîtrise de part et d'autre, même s'il y a eu un peu de laisser-aller en fin de match. Ça a quelque part un peu pimenté le tout, donc voilà, je pense que ça a été le meilleur match de la journée. Le Danemark-Finlande a été pas mal aussi, 2-2. Qu'est-ce que cela nous donne niveau classement? On a
Poule A, Espagne-Italie, largement au-dessus à égalité de points, mais l'Espagne au goal average sera devant. En poule B, on en a parlé, l'Allemagne 1, l'Angleterre 2. Pas de surprise et c'est ce qu'on avait annoncé avant le tournoi. Donc petite fierté, pas une grosse fierté, c'est pas non plus exceptionnel mais c'est cool. Là aussi on a eu le nez creux, la France juste derrière le Portugal en poule C. Il me semblait qu'on allait être un petit peu inférieur. Là, ça s'est joué à pas grand chose, c'est du goal average. Et notre poule D, notre poule préférée, notre poule de la mort se conclut avec Danemark 1, Pays-Bas 2 et nos deux exclus Ukraine, Finlande. Ça nous donne des petits quarts de finale sympas, hein. Franchement j'aime bien le tableau. Espagne, Angleterre, j'imagine l'Espagne être potentiellement un chouille au-dessus que cette Angleterre qui a des lacunes en fait des deux parties du terrain je trouve. Donc voilà, Portugal, Pays-Bas, c'est pareil, une belle rencontre, très équilibrée je pense. Peut-être 51% pour le Portugal, c'est pas ce que je disais en début de compétition, mais après avoir vu jouer les deux équipes, peut-être que j'opterai pour eux, mais voilà, rien d'officiel, je n'annonce rien. Allemagne-Italie avec voilà, ce géant allemand, et Danemark-France. Alors est-ce que c'est un bon tirage pour nous? Je sais pas, en fait, à partir des quarts, la compétition est tout autre chose que les poules. En tout cas, de ce qu'on a vu du Danemark, qui est une très belle équipe, qui est blindée à tous les postes, je pense, qui a d'énormes qualités. Donc à sûrement pas sous-estimer, parce que c'est une nation plus faible chez les A, parce que chez les espoirs, c'est quand même un gros morceau. Donc je ne me mettrai pas gagnant d'office. Chez nos buteurs, on a Nick Woltemade qui ne lâche pas le morceau. Je pense, je vous ai dit que ça sera le cas jusqu'à la fin de la compète. Et chez nos passeurs, un petit nouveau, Gustavo Sá, le milieu portugais, qui en est à 3 passes décisives, qui vire seul en tête, grâce notamment à un petit doublé de passes décisives. En 30 minutes, il est rentré à la 60e, et en 30 minutes, petit doublé de passe, sympa. Et on passe à la question d'un abonné. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, lors du premier épisode de la J1, j'avais demandé aux abonnés de poser des questions. J'ai pas eu de questions, donc j'ai réitéré et vous avez été beaucoup, je m'entends beaucoup pour moi. Donc je vais répondre à tout le monde parce que j'en ai envie, ça me fait plaisir, je suis trop content. Donc en commençant par ordre, je pense, d'importance, en classant d'abord les questions qui concernent l'Euro, espoir qu'on est en train de décrypter, puis après des questions autres. C'est parti. Alors, quelle est la tactique plus automatisme, le coach que tu trouves le plus intéressant sur ce début d'Euro? Je pense avoir à peu près compris ce que tu voulais me demander. Alors je dirais qu'en termes d'automatisme, j'ai beaucoup aimé l'Ukraine, qui est une équipe, je ne fais que vanter ses louanges, mais c'est beaucoup de joueurs qui jouent dans le même club, au Dynamo Kiev, et franchement ça se ressent. Ce qui se ressent aussi, c'est que c'est un groupe qui n'a pas été trop impacté par les joueurs blessés ou retenus de dernière minute, comme la France par exemple. C'est-à-dire que le groupe est le même depuis les qualifications, avec 2-3 joueurs qui viennent d'EA pour chapeauter le tout. Donc voilà, je pense que c'est l'équipe qui a les meilleurs automatismes par ces deux biais-là. Ensuite, pour le coach et la tactique, je vais faire un tir groupé, je vais mettre en avant l'Allemagne, parce que je pense qu'à contrario d'une équipe comme la France ou l'Angleterre, c'est pas une équipe qui se noie dans ses individualités. Elle arrive à en avoir tout en mêlant ça à un collectif assez bien rodé. Donc félicitations pour la tactique et le coach. Ils arrivent à être bons et en phase de transition et en phase de possession, tout pour plaire. Quelle équipe a selon toi le plus gros potentiel d'arriver en équipe A? Genre le nombre de joueurs qui finiront par jouer avec les vrais bleus. Alors si j'ai bien compris la question, je pense que là il faut cibler une moins grosse nation, pas les top nations type Italie, Espagne en A, qui ont chez les jeunes des bonnes générations. Donc typiquement je pense à l'Ukraine et la Finlande qui ne sont pas des top nations chez les A, mais qui ont des bons espoirs. Je pense que ça devrait être le plus gros contingent de joueurs qu'on devrait retrouver chez les équipes A. Tu vois qui remporter cet Euro Espoir? Réponse après la J3, histoire d'avoir tous les matchs de poule. Alors maintenant que les matchs de poule sont terminés, comme je l'ai un peu laissé sous-entendre, l'Allemagne me paraît bien au-dessus du lot. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils vont la gagner? Pas forcément, évidemment qu'on a des bonnes équipes, mais si on doit juger purement la qualité de l'équipe, l'Allemagne sans conteste. Qui est ton U23 préféré? Alors
dur de choisir. Il y a plusieurs catégories de joueurs. D'abord, il y a tous nos petits bleuets parce que je suis assez patriote, assez fier. Donc j'aime tous nos petits joueurs de l'équipe de France. Après, il y a mes chouchous dont j'ai parlé dans ma vidéo de juste avant l'Euro. Il y a Louis Munteanu, le buteur roumain que j'aime beaucoup. William Boving, parce que je le connais depuis un moment, que je l'ai suivi, que j'ai vu son éclosion, donc j'aime beaucoup. Eric Martel, le milieu allemand, c'est un énorme coup de cœur, j'aime beaucoup ce joueur-là. Mais il y a aussi les joueurs que j'ai découverts pendant la compétition, que je connaissais pas avant, que c'est un espèce de petit coup de cœur, c'est Oleg Ocheredko, l'Ukrainien, le milieu, parce que je parlais du milieu Brasco et Yarmolyuk, mais il y en a un troisième que je connaissais pas, c'est lui, et je l'ai trouvé franchement extraordinaire, le milieu des trois milieux, sans trop de problèmes. Et Chico Lamba aussi, le défenseur central portugais, j'ai plutôt bien aimé. Et du coup maintenant les questions qui n'ont pas de rapport avec l'Euro, je vais y répondre également avec plaisir. Alors j'ai raccourci un petit peu ton message, hein, c'est pour que ce soit plus clair. J'ai une question du coup, est-ce que tu comptes jeter un œil sur l'Euro féminin? Est-ce que tu as un œil sur la Coupe du Monde des clubs et la Gold Cup? Alors j'ai bien aimé ta question. Pour le foot féminin, j'ai trop peu de connaissances. Alors je vais zioter les résultats, zioter quelques matchs par-ci par-là comme un supporter lambda. Pour la Coupe du Monde des clubs, c'est un petit peu pareil, je suis pas hype. Franchement, j'ai pas réussi à me mettre dans le bain. On pourrait en parler pendant des heures, mais voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit le foot qui me fasse le plus kiffer. Par contre, je regarde les compositions d'équipe et les résultats, histoire d'être au courant quand même de l'actualité. Et puis peut-être que d'ici les quarts et demi-finales, je serai devant un bloc. Ne sait-on jamais. Par contre, la Gold Cup m'intéresse davantage parce qu'on a là 3 nations qui vont accueillir la prochaine Coupe du Monde que j'attends avec impatience. On va l'évoquer d'ailleurs dans la prochaine question ou celle d'après encore. Mexique, Canada, États-Unis font un petit peu leur gamme et j'aime bien suivre leur progression ou non d'ailleurs. Super récap comme d'hab, merci de nous aider à suivre cette compète intéressante. J'ai une question pas vraiment sur l'Euro, c'était qui ton idole de jeunesse et qui t'a donné envie de suivre tous ces championnats, compétitions un peu plus hipster. Alors, merci beaucoup pour ces mots-là d'ailleurs, c'est très gentil. Alors l'un de mes premiers souvenirs foot, c'est Diego Forlán, Coupe du Monde 2010, phase de poule face à l'équipe de France. C'est lui un petit peu mon idole de jeunesse. Après forcément, j'ai été un peu branché par les Brésiliens, les Ronaldinho, Juninho, R9. Mais ça c'est un peu plus... je regardais pas vraiment les matchs, c'est du spéculatif. Après ce qui m'a donné envie de suivre les championnats un peu plus hipster, c'est je pense FIFA tout simplement. Je jouais beaucoup un peu plus jeune et les modes carrière tout ça vous connaissez probablement. Ça m'a fait découvrir qu'il n'y avait pas que notre championnat français et cette grande première ligue. Donc après la curiosité a pris le dessus. Et dernière question, j'aimerais demander quelque chose d'un peu plus perso. Quels sont tes objectifs pour la saison prochaine sur ta chaîne? Et quel genre de sujet comptes-tu aborder? J'ai raccourci également ton message, mais ton début de message est très sympa, merci pour ça. Alors l'objectif principal pour la saison à venir, c'est de prendre autant de plaisir à faire ce que je fais. Ça c'est vraiment ce que je ne souhaite pas perdre. C'est le plaisir que ça me procure. Pour parler un peu plus concret et un peu plus objectif en tant que vidéaste entre guillemets, c'est d'arriver à la Coupe du Monde 2026 avec une petite notoriété. C'est mon objectif, c'est l'attente que j'ai depuis que j'ai commencé la chaîne. Et pour la saison à venir, quel est un petit peu le programme? Alors honnêtement, le programme est établi jusqu'à fin septembre. Je sais plus ou moins ce qui va en advenir de cette chaîne. Au-delà, je sais pas. Donc je vais pas me lancer dans des idées. J'en ai quand même dans un coin de la tête, mais entre les idées et les actes, il y a un petit pas, un petit fossé souvent, donc je vais me préserver et on verra à ce moment-là. Merci, franchement, vous avez été adorables dans les commentaires comme d'habitude. On se retrouve pour le débrief des quarts de finale désormais. À très vite.